Bonjour à tous. En attendant de vous délivrer toute la partie 2 du livre de Peter Levine Réveiller le tigre, guérir le traumatisme, je vous ai lu les 2 premiers chapitres de la partie 2. Donc la partie 2, c'est les symptômes du traumatisme, avec le chapitre premier, qui est donc le chapitre 10 du livre, qui est le noyau de la réaction traumatique, et ensuite le chapitre 11, qui définit les symptômes du traumatisme. Et bien entendu, je vous délivrerai la lecture entière de la partie 2 d'ici quelques temps, peut-être une semaine ou deux, j'espère au plus vite. Mais je voulais déjà vous délivrer cette partie-là pour ceux qui ont déjà lu la partie 1 et qui sont impatients. Le noyau de la réaction traumatique. Activation. Ce qui s'élève doit redescendre. Lorsque nous percevons un danger ou que nous nous sentons menacés, nous sommes activés. L'activation est le processus énergisant qui stimule nos réponses de survie. Imaginez que vous vous trouviez à bord d'une falaise et qu'en vous penchant, vous aperceviez des rochers pointus. Notez ce que vous ressentez dans votre corps. La plupart d'entre nous seront activés et beaucoup ressentiront un afflux d'énergie pouvant s'exprimer par une bouffée de chaleur ou une augmentation de la fréquence cardiaque. Vous pouvez également ressentir comme un serrement de gorge ou une constriction du sphincter anal. D'autres, par contre, vont trouver cette expérience de contact avec le danger extrêmement agréable et stimulante. En général, la stimulation liée à l'activation est perçue comme agréable. Les expériences où l'on frôle la mort, comme le saut à l'élastique, le parachute libre ou le parapente, sont recherchées pour le sentiment d'euphorie qu'elles procurent. Je me suis entretenue avec des anciens combattants qui se plaignent de ne plus jamais s'être sentis aussi vivants que lorsqu'ils étaient au cœur du combat. Les êtres humains aiment les défis et une activation énergisante leur est nécessaire pour les relever. Un sentiment de profonde satisfaction survient lorsque le cycle d'activation suivant est complété. Défiés ou menacés, nous sommes activés. L'activation culmine lorsque nous nous mobilisons pour faire face au défi ou à la menace. Enfin, cette activation diminue, nous laissant détendus et satisfaits. Les personnes traumatisées ressentent une profonde méfiance à l'égard de ce cycle d'activation, et ce pour bon nombre de raisons, et ce pour de bonnes raisons. Chez ces personnes, l'activation a été associée à l'expérience insupportable de l'immobilisation par la peur. À cause de cette peur, la personne traumatisée empêchera ou évitera l'achèvement du cycle d'activation et restera bloquée dans un cycle de peur. Pour les victimes de traumatisme, il s'agit donc de renouer avec une simple loi naturelle. Ce qui s'élève doit redescendre. Lorsque nous sommes capables de faire confiance au cycle d'activation et que nous pouvons le laisser se dérouler jusqu'au bout, la guérison du traumatisme commence. Voici quelques signes communs d'activation. Au niveau physique, augmentation de la fréquence cardiaque, difficulté à respirer, respiration rapide, peu profonde, halètement, etc. Sueur froide, tension musculaire, picotement. Au niveau mental, augmentation du rythme de la pensée, pensée fuyante, préoccupation. Si nous nous permettons d'accueillir ces pensées et ces sensations via le felt sense et que nous leur laissons suivre leur cours naturel, elles culmineront, puis commenceront à diminuer pour se résoudre. Au cours de ce processus, nous pouvons ressentir des tremblements, des secousses, des vibrations, des bouffées de chaleur, une respiration ample, une diminution de la fréquence cardiaque, une respiration chaude, une détente des muscles et un sentiment global de soulagement, de confort et de sécurité. Je répète ce passage. Si nous nous permettons d'accueillir ces pensées et ces sensations via le felt sense et que nous leur laissons suivre leur cours naturel, elles culmineront puis commenceront à diminuer pour se résoudre. Au cours de ce processus, nous pouvons ressentir des tremblements, des secousses, des vibrations, des bouffées de chaleur, une respiration ample, une diminution de la fréquence cardiaque, une transpiration chaude, une détente des muscles et un sentiment global de soulagement,
de confort et de sécurité. Un traumatisme est un traumatisme, quelle que soit son origine. Un traumatisme survient lorsqu'un événement provoque sur l'organisme un impact qui ne se résout pas. Cette résolution est accomplie en travaillant avec le felt sense. Revivre l'événement peut sembler une démarche valable, et pourtant, le plus souvent, elle ne l'est pas. Parfois, les symptômes traumatiques imitent ou recréent ce qui les a causés, mais la guérison requiert avant tout la capacité d'entrer en contact avec le processus traumatique. L'exercice suivant vous aidera à comprendre pourquoi la réponse de l'organisme à un événement menaçant est plus important que l'événement lui-même. Donc c'est la réponse de l'organisme qui est plus importante. Cet exercice n'aborde pas le traumatisme même, mais la réponse physiologique qui conduit parfois au développement d'un traumatisme. Il aide également à clarifier la façon dont le traumatisme est ressenti, qui est semblable pour chacun, et explique comment l'identifier. Exercice. Exercice. Si vous vous sentez débordé ou profondément perturbé durant une quelconque partie de cet exercice, surtout arrêtez-le. Il peut avoir un trop grand pouvoir d'activation chez certaines personnes. Si c'est votre cas, je vous conseille de faire appel à un professionnel. C'est important. Vous aurez besoin d'un crayon, d'un papier et d'une horloge ou d'une montre munie d'une trotteuse ou digitale. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez néanmoins vous en passer. Le crayon en main et l'horloge ou la montre à un endroit où vous pouvez les voir, trouvez une position confortable et entrez en contact avec votre felt sense. Portez votre attention sur vos bras et vos jambes et percevez les sensations de votre corps en contact avec votre siège. Ensuite, portez votre attention sur toute autre sensation présente. La sensation de vos vêtements sur votre peau, le poids du livre sur vos genoux, etc. Vous avez besoin d'être conscient de ces choses pour faire l'exercice. Bien conscient de votre corps via vos sensations, vous continuerez lorsque vous vous sentirez confortablement installé. Avancez pas à pas. Pour obtenir de bons résultats, faites l'exercice entier en une fois. Lisez-le avant de le faire. Lorsque vous le lirez et le ferez, entrez en contact avec vos pensées et vos sensations via le felt sense. Première partie. Asseyez-vous confortablement et imaginez que vous vous trouvez dans un avion à une altitude de 10 000 mètres au-dessus du sol. Il y a eu quelques turbulences, mais rien qui sorte de l'ordinaire. Restez aussi concentré que possible et entrez en contact avec votre felt sense. Imaginez que soudain vous entendez une explosion, boum, suivie d'un silence complet. Les moteurs de l'avion se sont arrêtés. Comment réagit votre corps ? 1. Notez la réaction au niveau de votre respiration. 2. Au niveau de votre fréquence cardiaque. 3. Au niveau de la température des différentes parties de votre corps. 4. Notez des vibrations, une crispation involontaire et l'intensité des mouvements. 5. Au niveau de votre attitude corporelle. 6. Au niveau de vos yeux. 7. Au niveau de votre nuque. 8. Au niveau de votre vision et de votre ouïe. 9. Au niveau de vos muscles. 10. Au niveau de votre abdomen. 11. Au niveau de vos jambes. Pour chaque item, notez brièvement vos réponses. Notez la durée en minutes et en secondes. Prenez une profonde respiration et détendez-vous. Laissez votre corps revenir au niveau de confort que vous ressentiez avant de commencer l'exercice. Concentrez-vous sur le felt sense de ce confort jusqu'à vous sentir prêt à aborder la seconde partie de cet exercice.
Notez la durée en termes de minutes et de secondes. Deuxième partie. Imaginez que vous vous trouvez devant la maison de vos amis en attendant qu'ils reviennent. C'est une belle journée et le ciel est bleu. Vous n'êtes pas pressé et vous êtes ravi de vous laisser aller et de profiter de cette journée en attendant le retour de vos amis. Soudain, un homme que vous avez remarqué dans la rue se met à courir dans votre direction en hurlant et en brandissant un fusil. Comment réagit votre corps ? Terminez cet exercice comme vous l'avez fait lors de la première partie. Troisième partie. Imaginez que vous conduisez votre voiture sur l'autoroute. La circulation est fluide et vous êtes encore à une vingtaine de minutes de votre destination. Vous vous dites que c'est le bon moment pour écouter de la musique. Vous venez juste de mettre la radio quand un camion semi-remorque traverse la berne centrale et se dirige droit vers vous. Comment votre corps réagit-il ? Terminez l'exercice comme vous l'avez fait lors de la première partie. Quatrième partie. Comparez vos réponses aux 3 premières parties de l'exercice. Quelles sont les similitudes au cours des 3 scénarios ? Qu'est-ce qui est différent ? Est-il facile de vous détendre maintenant ? Notez le temps nécessaire pour vous détendre après chaque exercice. Donc l'exercice est terminé. La plupart d'entre vous auront des réponses semblables aux 3 scénarios. Tout événement potentiellement traumatisant, réel ou imaginaire, produit des réponses physiologiques qui ne varient guère d'une personne à l'autre, si ce n'est en amplitude. Il s'agit d'un phénomène commun à tout le règne animal. S'il vous est difficile de contrôler votre activation, ouvrez les yeux et concentrez-vous sur un aspect agréable de votre environnement. Quand les humains ou les animaux n'ont pas les ressources pour gérer avec succès un événement dangereux, l'activation et les autres modifications physiologiques qui surviennent sont similaires. Chacun vit les premiers stades du traumatisme de façon identique. Aussi, vous pouvez apprendre à les reconnaître de la même manière que l'exercice ci-dessus vous a appris à distinguer le début de la réponse au danger. À nouveau, c'est au travers du felt sense que vous pourrez observer ces similitudes à la manière dont elles se marquent au niveau de votre corps. Le noyau de la réaction traumatique. 4 éléments du traumatisme sont toujours présents à un certain degré chez toute personne traumatisée. 1. Hyperactivation. 2. Constriction. 3. Dissociation. 4. Figement, immobilité associée à un sentiment d'impuissance. Ensemble, ces éléments forment le noyau de la réaction traumatique et ils sont les premiers à apparaître lorsqu'un événement traumatique survient. Nous les avons tous expérimentés un jour ou l'autre de façon normale. Cependant, lorsqu'ils sont présents simultanément sur une longue période de temps, ils indiquent de façon quasi certaine qu'un événement nous a laissés avec des résidus traumatiques irrésolus. Si nous apprenons à reconnaître les 4 éléments de la réaction traumatique, nous sommes sur la bonne voie pour identifier le traumatisme. Tous les autres symptômes se développent à partir de cela lorsque l'énergie mobilisée pour réagir à l'événement traumatique n'a pas été déchargée ou intégrée dans les jours, les semaines ou les mois qui l'ont suivi. Donc je répète les 4 éléments: hyperactivation, constriction, dissociation, figement, immobilité, associé à un sentiment d'impuissance. Alors, allons maintenant voir chacun d'entre eux. Commençons par l'hyperactivation. Dans les périodes de conflit ou de stress, beaucoup d'entre nous ressentent des symptômes tels une augmentation de fréquence cardiaque et respiratoire, de l'agitation, des difficultés d'endormissement, de la tension, une impatience musculaire, des pensées fuyantes ou peut-être des crises anxieuses. Même s'ils ne sont pas toujours caractéristiques de symptômes traumatiques,
Ces signes sont généralement dus à une forme d'hyperactivation. Si l'hyperactivation, la constriction, la dissociation et le sentiment d'impuissance forment le noyau de la réaction traumatique, l'hyperactivation est la graine dans ce noyau. En revenant à l'exercice précédent, vous vous rendrez compte qu'il suscite pour le moins une forme légère d'hyperactivation. Chaque fois qu'une augmentation de l'activation interne survient, cela signifie que le corps rassemble ses ressources énergétiques pour les mobiliser contre une menace potentielle. Lorsque la situation est suffisamment grave pour menacer la survie de l'organisme, la quantité d'énergie rassemblée est bien plus élevée que dans toute autre situation. Malheureusement, même si nous savons que nous devons décharger l'énergie activée, il n'est pas si facile de le faire. Comme d'autres processus instinctuels, l'hyperactivation ne peut être contrôlée volontairement. L'exercice suivant apporte une confirmation simple de cette affirmation. Exercice. Au cours des 3 scénarios que vous avez vécus lors de l'exercice précédent, avez-vous imaginé ou créé les réponses de votre corps, ou bien étaient-elles produites par votre corps en tant que réponse involontaire au scénario visionné ? En d'autres termes, les avez-vous fait surgir, ou bien ont-elles surgi d'elles-mêmes ? Maintenant, essayez délibérément de susciter de telles réponses de votre corps sans imaginer de scénario de menace. Utilisez une approche directe et voyez si vous pouvez faire en sorte que votre corps produise des réponses similaires à celles vécues lors des 3 scénarios. Au niveau de vos yeux, au niveau de votre attitude corporelle, au niveau de vos muscles, au niveau de votre degré d'activation. Maintenant, essayez à tous ces niveaux ensemble au même moment. Quand vous comparez ce que vous ressentez lors de cet exercice à ce que vous avez ressenti lors du précédent, qu'est-ce qui est semblable ? Qu'est-ce qui est différent ? De quelle manière est-ce différent ? En faisant l'exercice ci-dessus, nombreux sont ceux qui peuvent reproduire jusqu'à un certain degré l'attitude corporelle, les contractions musculaires et les mouvements qui accompagnent l'hyperactivation. Mais en général, le niveau de coordination et de synchronisation atteint est plus faible que celui vécu si l'on se représente un événement réel. Une élévation de l'activation interne est bien plus susceptible de survenir si vous produisez tous les éléments de la réponse physiologique en une fois, plutôt que un par un. Toutefois, l'activation par la production d'une réponse isolée est plus efficace que de dire « système nerveux, active-toi ». Une approche directe, volontaire, ne peut entraîner une hyperactivation. Cela ne marche tout simplement pas. L'hyperactivation est la réponse du système nerveux à la menace, que cette menace soit interne, externe, réelle ou imaginaire. À court terme, les 3 autres éléments du noyau traumatique, constriction, dissociation, sentiment d'impuissance, interviennent pour protéger l'organisme. Ces fonctions naturelles nous protègent de la menace externe qui a initié la réponse d'activation, ainsi que la menace interne constituée par l'énergie activée, non utilisée pour une défense efficace. Les symptômes traumatiques sont, au commencement, des tentatives de solution à court terme au problème de cette énergie non déchargée, et ils s'organisent en constellation autour d'un thème dominant. Ces thèmes sont bien sûr la constriction, la dissociation et le sentiment d'impuissance. Voyons ensuite la constriction. Commençons par un exercice. Reportez-vous aux notes prises lors du premier exercice de ce chapitre. Combien y a-t-il de réponses corporelles qui indiquent une certaine forme de constriction, de tension ou de serrement ? Fin d'exercice. La constriction est un phénomène qui affecte tout le corps. Elle est prédominante au tout début de notre expérience du danger, atteignant chaque fonction, chaque partie de notre corps. Lorsque nous réagissons à une situation de menace, l'hyperactivation est au départ associée à une constriction de notre corps et de nos perceptions. Le système nerveux s'assure que tout est fait pour se concentrer sur la menace.
La constriction modifie la respiration, la tonicité musculaire et l'attitude. Les vaisseaux sanguins de la peau, des extrémités et des viscères se contractent afin d'augmenter la masse sanguine disponible pour les muscles tendus et prêts à l'action. La conscience perceptive de notre environnement se resserre pour diriger toute notre attention sur la menace. C'est une forme d'hypervigilance. Des randonneurs qui voient soudain un crotale se dresser devant eux n'entendront pas les chants d'oiseaux dans les arbres. Ils ne remarqueront pas la délicatesse des fleurs sauvages ou des entrelacs des lichens sur les rochers. Ils ne se soucieront pas non plus de savoir ce qu'ils mangeront à midi ou s'ils s'exposent trop au soleil. À cet instant, leur attention sera entièrement focalisée sur le serpent. Nous avons tous entendu l'histoire de personnes ayant pu montrer un courage et une force extraordinaires face à un danger. La maman qui est capable de soulever la voiture tombée sur son adolescent pendant qu'il faisait la vidange utilise l'énergie mobilisée par le système nerveux pour gérer avec succès une situation extrême. L'hyperactivation et la constriction qui ont permis d'accomplir un acte qu'elle n'aurait jamais pu réaliser dans d'autres conditions. Je répète la phrase, l'hyperactivation et la constriction lui ont permis d'accomplir un acte qu'elle n'aurait jamais pu réaliser dans d'autres conditions. Si elle était restée débordée et passive dans cet état d'hyperactivation et de constriction, une partie de l'énergie mobilisée aurait été canalisée vers un état permanent d'hyperactivation et le reste aurait été utilisé pour maintenir la constriction et une myriade d'autres symptômes traumatiques plus complexes. Hypervigilance chronique, anxiété ou attaque de panique, flashback, vision terrifiante. Lorsque la constriction échoue à concentrer suffisamment l'énergie de l'organisme dans une réponse efficace, le système nerveux fait appel à d'autres mécanismes, tels le figement et la dissociation, afin de contenir l'hyperactivation. Constriction, dissociation et figement forment la batterie complète des réponses que le système nerveux utilise pour gérer le scénario où nous devons nous défendre, mais où nous en sommes incapables. La dissociation. Voyons en détail la dissociation. Citation de Woody Allen. « Je n'ai pas peur de mourir. Je veux juste ne pas être là quand ça arrivera. » Avec son humour caractéristique, Woody Allen donne une description particulièrement adéquate du rôle joué par la dissociation et nous protège d'une activation qui s'intensifie. Si un événement qui menace la survie se produit, la dissociation nous protège de la peur de la mort. Dans son journal personnel, l'explorateur David Livingstone rapporte de façon vivante sa rencontre avec un lion dans les plaines africaines. « J'entendis un cri. Effrayé, je regardai autour de moi et je vis le lion qui me sautait dessus. Je me trouvais sur une petite hauteur, il m'attrapa à l'épaule et nous roulâmes en bas tous les deux. Grondant horriblement près de mon oreille, il me secoua comme un terrier secoue un rat. Le choc produisit une stupeur semblable à celle que doit ressentir une souris prise par le chat. Il s'installa une sorte d'état second, et où il n'y avait ni douleur ni terreur, même si j'étais tout à fait conscient de ce qui se passait. Cela ressemblait à ce que les patients décrivent sous l'influence du chloroforme. Ils voient toute l'intervention, mais ne sentent pas le scalpel. Cet état singulier n'était pas le résultat d'un processus mental. La secousse annihilait la peur et empêchait tout sentiment d'horreur face à la bête. Cet état particulier s'installe probablement chez tous les animaux tués par un carnivore. S'il en est ainsi, c'est un don miséricordieux de notre bienveillant Créateur qui permet d'atténuer la douleur de la mort. La meilleure façon de définir la dissociation est d'en faire l'expérience. Dans sa forme la plus légère, elle se manifeste par une sorte de prise de distance. À l'autre extrême, elle peut aboutir à ce qu'on appelle le dédoublement de personnalité. Parce que la dissociation constitue une rupture dans la continuité du felt sense, elle induit presque toujours des distorsions du temps et de la perception. Dans sa variante modérée, la dissociation explique ce que vivent de nombreuses personnes en rentrant d'avoir fait des courses. Soudain, elles se retrouvent à la maison sans se rappeler comment elles y sont arrivées.
La dernière chose dont elle se rappelle, c'est d'avoir quitté la boutique. C'est aussi la dissociation qui entre en jeu lorsque nous déposons nos clés quelque part et qu'ensuite nous ne pouvons plus nous rappeler l'endroit. À ce moment, nous pouvons indirectement reconnaître l'absence momentanée du felt sense et dire, ou nous dire, que nous étions dans la lune, en d'autres termes, hors de notre corps. Ce sont des formes de dissociation qui ont lieu quotidiennement. La dissociation participe spécifiquement de notre expérience lorsque nous sommes confrontés à des situations qui mettent notre vie en danger. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture dans un virage serré sur une étroite route de montagne. Soudain, il vous faut faire un écart pour éviter un camion qui vient droit sur vous. En dérapant au bord du vide, vous regardez les images se dérouler au ralenti. Ensuite, sans la moindre peur, vous remarquez que vous êtes en train d'observer quelqu'un d'autre, d'un point de vue extérieur, plutôt que de faire face à votre propre mort. De la même façon, une femme violée, un soldat face au feu ou la victime d'un accident peuvent vivre une déconnexion fondamentale d'avec leur corps. Depuis un coin de la cave, un enfant peut observer qu'il est molesté et se sentir désolé ou indifférent à l'égard du pauvre enfant sans défense qu'il regarde. La dissociation est l'un des plus subtils et des plus classiques symptômes du traumatisme. C'est aussi l'un des plus mystérieux. Le mécanisme à l'origine de la dissociation est plus difficile à comprendre que son vécu ou le rôle qu'elle joue. Dans le traumatisme, la dissociation semble être le moyen essentiel qui permet à une personne d'endurer des expériences qui vont au-delà du supportable, comme d'être attaqué par un lion, un violeur, une voiture qui sort de sa route ou le bistouri d'un chirurgien. La dissociation peut devenir chronique et évoluer vers des symptômes plus complexes lorsque l'énergie suractivée n'est pas déchargée. Les individus qui ont été traumatisés de façon répétée dans leur prime enfance adoptent souvent la dissociation comme mode principal de fonctionnement. Ils se dissocient rapidement et couramment sans en être conscients. Même des personnes qui n'ont pas l'habitude de se dissocier le feront lorsqu'elles sont activées ou si elles accèdent à des sensations ou des images traumatiques inconfortables. Dans chaque cas, la dissociation joue un rôle précieux en permettant de déconnecter de l'expérience globale l'énergie non déchargée de l'hyperactivation. Je répète, dans chaque cas, la dissociation joue un rôle précieux en permettant de déconnecter de l'expérience globale l'énergie non déchargée de l'hyperactivation. En même temps, la dissociation interrompt la continuité du felt sense et, ce faisant, empêche les personnes traumatisées de travailler efficacement à la résolution de leurs symptômes traumatiques. Il ne s'agit pas ici d'éliminer la dissociation, mais d'augmenter la conscience que l'on peut en avoir. Exercice. Afin d'être conscient de la façon dont la dissociation est ressentie, asseyez-vous confortablement et imaginez que vous êtes couché sur un radeau qui dérive. Sentez-vous flotter, ensuite laissez-vous flotter hors de votre corps. Montez lentement vers le ciel comme le ferait un ballon et regardez-vous en dessous, sur le radeau. À quoi ressemble cette expérience ? Que se passe-t-il lorsque vous essayez de sentir votre corps ? Déplacez de votre corps à la sensation de flottement durant quelques minutes afin d'être conscient de la façon dont la dissociation est ressentie. Fin de l'exercice. Certaines personnes trouveront cet exercice facile. À d'autres, il paraîtra très difficile. Comme nous l'avons dit précédemment, les symptômes traumatiques peuvent s'organiser autour de la constriction ou de la dissociation. Sans surprise, les personnes qui favorisent les symptômes de dissociation trouveront ces exercices plus faciles à réaliser que les personnes qui ont favorisé la constriction. Si vous avez trouvé l'exercice de flottement difficile, essayez celui qui suit. Il sera peut-être plus facile. Exercice. Asseyez-vous confortablement. Commencez l'exercice en pensant à un endroit
où vous auriez très envie de prendre des vacances, de longues vacances oisives, tout frais payés. Cela va être de formidables vacances. Aussi, passez en revue votre géographie afin de choisir le meilleur endroit. Imaginez des choses agréables. Prendre du plaisir. S'amuser. Au moment où vous êtes prêt à sortir de votre rêverie, répondez à ces questions. À cette question. Où êtes-vous ? Il y a de chances que vous ayez choisi votre endroit de vacances préféré. Il est peu probable que vous avez répondu que vous étiez dans votre corps. Lorsque vous n'êtes pas dans votre corps, vous êtes dissocié. Félicitations. Refaites l'exercice afin de vous rendre plus apte à reconnaître la dissociation lorsqu'elle survient. Rappelez-vous que le but de ces exercices n'est pas d'empêcher la dissociation, mais de savoir quand elle se produit. Très important de se rappeler de ça. Il ne s'agit pas de l'empêcher. Il est possible d'être dissocié tout en restant conscient de ce qui se passe autour de soi. Cette double conscience est importante pour commencer le processus de guérison et de réassociation. Si vous êtes réticent à en apprendre plus sur cette double conscience, il est possible que votre organisme vous signale ainsi que la dissociation joue un rôle important dans l'organisation de vos symptômes traumatiques. Si vous sentez une résistance, respectez-la et procédez doucement. Rappelez-vous de temps en temps que la double conscience existe et à l'occasion, testez-la. La dissociation, telle qu'abordée ici, peut survenir de différentes façons. À chaque fois apparaît une déconnexion fondamentale entre la personne et son corps, une partie de son corps ou une partie de son vécu. On peut observer une scission entre la conscience et le corps, une partie du corps comme la tête ou les membres et le reste du corps, le moi et les émotions, les pensées ou les sensations, le moi et le souvenir d'une partie ou de la totalité de l'événement. Le mode de dissociation va influencer la façon dont les symptômes plus complexes se développeront, Par ailleurs, il y a des arguments en faveur d'une influence génétique et de la structure de personnalité sur l'utilisation de la dissociation en réponse au traumatisme. La mise à distance et l'oubli font partie des symptômes les plus flagrants de la dissociation. Cependant, il existe d'autres symptômes dont l'origine est moins évidente. Parmi ceux-ci, on trouve le déni. Le déni est probablement une forme de dissociation à faible niveau d'énergie. Il existe une déconnexion entre la personne et les sentiments ou les souvenirs liés à un événement particulier ou une série d'événements. Nous pouvons dénier la survenue d'un événement ou nous comporter comme s'il était sans importance. Par exemple, lorsqu'une personne que nous aimons meurt, ou que nous sommes blessés ou violés, nous pouvons nous comporter comme si rien ne s'était passé, les émotions accompagnant la pleine reconnaissance de l'événement étant trop pénibles. Ensuite, de façon soudaine, nous pouvons vivre ces émotions intensément. Lorsque les sentiments réintègrent la conscience et que l'énergie qui a été contenue par les dénis est libérée, des sentiments de peur, de colère, de chagrin ou de honte apparaissent. Si cette énergie est trop forte et ces sentiments trop pénibles, le déni peut devenir chronique, une certitude burinée dans la pierre que l'événement ne s'est jamais produit. Ça, c'est quand même intéressant. Si cette énergie est trop forte et ces sentiments trop pénibles, le déni peut devenir chronique, une certitude burinée dans la pierre que l'événement ne s'est jamais produit. Et autrement, donc, parmi les symptômes dont l'origine est moins évidente, il y a le déni et il y a les symptômes somatiques. Les symptômes somatiques sont souvent le résultat d'une dissociation partielle ou compartimentée liée à une déconnexion d'une partie du corps avec les autres parties. Une déconnexion de la tête peut produire des céphalées. Le syndrome prémenstruel peut résulter d'une déconnexion des organes de la région pelvienne. De façon similaire,
les symptômes gastro-intestinaux, par exemple le syndrome du côlon irritable, les maux de dos récurrents et la douleur chronique peuvent être le résultat d'une dissociation partielle combinée avec de la constriction. L'impuissance. Passons à cette dernière caractéristique du noyau traumatique. Le sentiment d'impuissance est étroitement lié à la réponse biologique universelle face à une menace impossible à contrer, la réponse de figement. Si l'hyperactivation constitue l'accélérateur du système nerveux, le vécu écrasant d'impuissance en est le frein. Ceux qui ont lu Watership Down, Watership Down, les Garennes de Watership, la traduction française c'est les Garennes de Watership Down. Donc ceux qui ont lu Watership Down se rappelleront peut-être comment les lapins se figent lorsqu'ils voient les phares s'approcher d'eux dans la nuit. C'est la réponse de figement. Dans l'histoire, les lapins l'appellent Tharn. C'est un mot inventé de toutes pièces par l'auteur, signifiant figé de peur dans le langage lapin. Contrairement à une automobile où le frein et l'accélérateur sont actionnés à différents moments, la réaction traumatique enclenche en même temps l'accélérateur et le frein. Dans la mesure où le système nerveux ne reconnaît la fin de la menace que lorsque l'énergie mobilisée a été déchargée, il continue à mobiliser indéfiniment de l'énergie jusqu'à ce que la décharge ait lieu. Dans le même temps, le système nerveux constate que cette quantité d'énergie est trop importante pour pouvoir être gérée par l'organisme et il enclenche un frein puissant qui l'immobilise. Cette formidable énergie est alors sous contrôle. L'impuissance écrasante ressentie dans de tels moments n'a rien à voir avec le sentiment d'impuissance qui peut nous affecter de temps à autre. Le sentiment d'être totalement immobilisé et impuissant n'est pas une perception, une croyance ou un jeu de l'imagination. C'est une réalité. Le corps ne peut plus bouger. C'est une impuissance abjecte, une impression de paralysie si profonde que la personne ne peut ni crier, ni bouger, ni rien ressentir. Des 4 éléments qui forment le noyau de la réaction traumatique, l'impuissance est celui que vous êtes le moins susceptible d'avoir ressenti, à moins que vous n'ayez été confronté à une menace incontrôlable. Cependant, ce profond sentiment d'impuissance est presque toujours présent au premier stade qui suit un événement traumatisant. Si vous examinez attentivement vos réactions lors des 3 scénarios de l'exercice qui se trouvent au début de ce chapitre, vous devriez pouvoir identifier une forme légère d'impuissance. Lors d'un événement réel, se déroulant selon un véritable scénario dramatique, l'effet de l'impuissance est radicalement amplifié. Ensuite, quand la menace cesse, l'intense immobilisation, le profond sentiment d'impuissance ne disparaissent pas complètement. Lorsque nous avons été traumatisés, un écho de ce sentiment persiste en nous. Il me semble que c'est fondamental de se rappeler de ça. Je vais redire les dernières phrases. Si vous examinez attentivement vos réactions lors des 3 scénarios de l'exercice qui se trouvent au début de ce chapitre, vous devriez pouvoir identifier une forme légère d'impuissance. Lors d'un événement réel, se déroulant selon un véritable scénario dramatique, l'effet de l'impuissance est radicalement amplifié. Ensuite, quand la menace cesse, l'intense immobilisation, le profond sentiment d'impuissance ne disparaissent pas complètement. Lorsque nous avons été traumatisés, un écho de ce sentiment persiste en nous. De même que l'activation et la constriction, l'impuissance est le reflet de processus physiologiques qui ont lieu au niveau du corps. Quand le système nerveux entre dans un état d'activation en réaction à un danger et que nous ne pouvons ni nous défendre ni nous enfuir, il passe à la stratégie suivante, l'immobilisation. Cette réponse primitive de défense est inscrite au répertoire comportemental de presque toutes les créatures vivantes. Nous parlerons encore et encore de cette réponse étonnante dans les chapitres qui suivent. Elle joue un rôle primordial tant dans le développement du traumatisme que dans sa guérison. Et le traumatisme fut l'hyperactivation, la constriction,
l'impuissance et la dissociation sont des réactions normales à la menace et, à ce titre, ne débouchent pas toujours sur des symptômes post-traumatiques. Ce n'est que quand elles sont habituelles et chroniques que des symptômes se développent. Ces réactions initient, donc, puis perpétuent les dits symptômes qui, en l'espace de quelques mois, vont progressivement incorporer à leur dynamique des caractéristiques mentales et psychologiques jusqu'à envahir parfois l'existence entière de la personne atteinte. En bref, dans ce processus, les enjeux sont élevés. Idéalement, les exercices de ce chapitre, combinés à vos propres expériences, vous auront permis d'identifier ces réactions. Lorsqu'elles deviennent chroniques, l'hyperactivation, la constriction, le sentiment d'impuissance et la dissociation produisent ensemble une anxiété si intense qu'elle peut devenir intolérable. En fin de compte, les symptômes peuvent entraîner un état anxieux envahissant chaque instant de la vie de la personne affectée. Si vous êtes en mesure de reconnaître les symptômes qui appartiennent au noyau de la réaction traumatique, vous avez le moyen le plus sûr de savoir si un traumatisme a eu lieu. Même si la constellation des symptômes devient de plus en plus complexe, une combinaison des 4 composantes du noyau traumatique sera toujours présente. Si vous êtes capable de les identifier, ces composantes vous aideront à faire la distinction entre les symptômes qui sont dus au traumatisme et ceux qui ne le sont pas. Chapitre 11. Les symptômes du traumatisme. Lorsque notre système nerveux nous prépare à affronter un danger, il entre dans un état d'activation énergétique élevé. Si nous pouvons décharger cette énergie en affrontant activement et avec succès ce danger, le système nerveux revient à un fonctionnement normal. Nous allons alors ressentir, par l'intermédiaire de notre felt sense, donc de notre ressenti, notre sensation corporelle, je rappelle que c'est ça le felt sense, un sentiment de satisfaction et d'achèvement et d'être un héros. Juste du fait d'avoir affronté, pas forcément d'avoir gagné ou d'avoir eu le dessus, je précise. Par contre, si nous ne parvenons pas à affronter ce danger, l'énergie se maintient dans le corps et un cercle vicieux s'y installe. Au niveau physiologique, le corps et l'esprit forment un système intégré qui travaille de concert. Ainsi, nous savons que nous sommes en danger lorsque nous percevons une menace externe et que notre système nerveux devient fortement activé. La perception d'une menace réelle, aussi bien que l'état d'activation, même sans perception d'un danger, signale la présence d'un danger. Et, par exemple, un message de danger va être reçu non seulement par l'intermédiaire de votre vision, même en vision périphérique, mais aussi via les sensations viscérales inconscientes dues à votre réponse physiologique. Tant la vue d'une personne agressive qui fonce sur vous, que le fait que votre corps y réagisse avec une augmentation de la fréquence cardiaque, un serrement d'estomac, une conscience aiguë de l'environnement et une modification de la tonicité musculaire vous envoient le même message. Il y a danger. Et si l'énergie liée à cet état d'activation élevé n'est pas déchargée, l'organisme en déduit que le danger persiste. Aussi continue-t-il de stimuler le système nerveux afin de se maintenir en état de préparation et d'activation. Lorsque ce scénario se produit, les symptômes invalidants du traumatisme apparaissent. Le système nerveux active tous les mécanismes physiologiques et biochimiques à sa disposition pour faire face à une menace. Cependant, il est incapable et de tolérer un niveau aussi élevé d'activation, s'il n'y a pas l'opportunité ou les moyens de réagir efficacement, et à lui seul de décharger de l'énergie. Je répète, le système nerveux active tous les mécanismes physiologiques et biochimiques à sa disposition pour faire face à une menace. Cependant, il est incapable de tolérer un niveau aussi élevé d'excitation s'il n'y a pas l'opportunité ou les moyens de réagir efficacement et à lui seul de décharger de l'énergie. Cette situation crée un cycle d'activation qui s'auto-entretient et qui le surcharge s'il se poursuit indéfiniment. Afin de rétablir son équilibre, l'organisme doit donc trouver une échappatoire à ce cercle vicieux,
perception d'un danger, activation. S'il ne la trouve pas, il va développer pathologie, invalidation et symptômes qui ne sont rien d'autre que le moyen qu'il utilise pour contenir l'activation. C'est quand même vraiment intéressant, je relis aussi ça. Afin de rétablir son équilibre, l'organisme doit donc trouver une échappatoire à ce cercle vicieux, perception d'un danger, activation. S'il ne la trouve pas, il va développer pathologie, invalidation et symptômes qui ne sont rien d'autre que le moyen qu'il utilise pour contenir l'activation. Les symptômes. Le système nerveux compense son état auto-entretenu d'activation en mettant en place une série de mécanismes adaptatifs qui finissent par lier et organiser l'énergie sous forme de symptômes. Ces mécanismes jouent le rôle d'une soupape de sécurité. Les premiers symptômes traumatiques apparaissent habituellement peu de temps après l'événement qui les a engendrés, les autres se développant plus tardivement. Comme mentionné ci-avant, les symptômes traumatiques sont des phénomènes énergétiques qui ont pour fonction de donner à l'organisme le moyen de gérer et de lier l'immense quantité d'énergie contenue dans la réponse originelle à la menace et dans la réponse auto-entretenue. En raison du caractère unique de l'expérience individuelle, il est impossible d'établir une liste de tous les symptômes traumatiques. Cependant, il en existe qui sont révélateurs d'un traumatisme par leur prévalence chez les personnes traumatisées. Parmi toutes les possibilités qui s'offrent à lui, le système nerveux montre une préférence pour certains symptômes. En général, ils apparaissent avant les autres. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé des premiers symptômes qui se développent, le noyau de la réaction traumatique, hyperactivation, constriction, dissociation, y compris le déni, sentiment d'impuissance. Voici d'autres symptômes précoces qui s'expriment en même temps ou peu après. Hypervigilance, être toujours sur ses gardes. Vision intrusive ou flashback. Sensibilité extrême à la lumière et au son. Hyperactivité. Émotivité excessive et réaction de sursaut. Cauchemar et terreur nocturne. Humeur instable, réaction de rage, accès de colère, honte. Capacité réduite à gérer le stress, être facilement et fréquemment débordé par le stress. Sommeil difficile. Plusieurs de ces symptômes peuvent s'exprimer dans la seconde phase autant que dans la troisième. Cette liste n'a pas de but diagnostique. Elle constitue un guide qui vous aidera à comprendre comment fonctionnent les symptômes traumatiques. Ceux qui surviennent généralement dans la seconde phase sont attaque de panique, anxiété et phobie, sensation d'avoir l'esprit vide ou mis à distance, réaction de sursaut excessive, sensibilité extrême au son et à la lumière, hyperactivité, réaction émotionnelle excessive, cauchemar et terreur nocturne, comportement d'évitement, éviter certaines situations, attrait pour les situations de danger, pleurs fréquents, humeur instable, réaction de rage, accès de colère, honte. Mais aussi activité sexuelle diminuée ou excessive, amnésie et manque de mémoire, incapacité à aimer, à éduquer ou à se lier à autrui, peur de mourir, de devenir fou ou d'avoir une durée de vie raccourcie, capacité réduite à gérer le stress, être facilement et fréquemment débordé par le stress, sommeil difficile. Les symptômes qui se développent en dernier lieu forment le troisième groupe. Ils ont souvent été précédés par d'autres. Vous remarquerez que certains symptômes apparaissent dans les trois séries. Il n'existe pas de règle pour déterminer quel symptôme l'organisme choisira et quand il le choisira. Rappelez-vous qu'aucune de ces listes n'est complète. Voici le troisième groupe. Timidité excessive, réaction émotionnelle diminuée ou inexistante, incapacité à s'engager,
fatigue chronique ou faible niveau d'énergie, problèmes du système immunitaire et problèmes endocriniens tels qu'un dysfonctionnement thyroïdien, maladies psychosomatiques, en particulier maux de tête, problèmes de nuque et de dos, asthme, problèmes digestifs, syndrome du côlon irritable et syndrome prémenstruel grave. Dépression, sentiment de danger imminent, sentiment de détachement, d'aliénation et d'isolation, diminution de l'élan vital, peur de mourir, de devenir fou ou d'avoir une vie raccourcie, pleurs fréquents, humeur instable, réaction de rage, accès de colère, honte, sexualité excessive ou diminuée, amnésie et manque de mémoire, sentiments et comportements d'impuissance, incapacité d'aimer, d'éduquer ou de se lier à autrui, sommeil difficile, capacité réduite à gérer le stress et à former des plans. Il est évident qu'il n'y a pas que le traumatisme qui cause ces symptômes et qu'une personne qui en souffre n'a pas forcément été traumatisée. La grippe, par exemple, induit un malaise et des douleurs abdominales semblables à ceux provoqués par le traumatisme. Cependant, il y a une grande différence. Lorsqu'ils sont dus à la grippe, ces malaises disparaissent en quelques jours. S'ils sont dus à un traumatisme, ils persistent. Les symptômes peuvent être stables, toujours présents, instables, ils vont et ils viennent, ou muets pendant des décennies. Le plus souvent, ils apparaissent en groupe et les syndromes ainsi produits se complexifient avec le temps. Se distanciant de l'expérience traumatique qui les a causés. Oui, je reprends. Le plus souvent, ils apparaissent en groupe et les syndromes ainsi produits se complexifient avec le temps, se distanciant de l'expérience traumatique qui les a causés. Si certains symptômes sont suggestifs d'un type de traumatisme, aucun n'en indique la nature avec certitude. Et ils se manifesteront différemment suivant le type et la sévérité du traumatisme, la situation dans laquelle il s'est produit, les ressources personnelles et développementales disponibles au moment de l'événement. Et nous tournons. Citation. Me relaxer m'énerve. Personne anonyme. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la perception d'une menace en présence d'une activation non déchargée crée un cycle qui s'auto-perpétue. Une des caractéristiques les plus insidieuses des symptômes traumatiques est qu'ils sont liés au cycle originel de telle manière qu'ils s'auto-perpétuent également. Ceci est la raison principale de leur résistance à la plupart des traitements. Chez certaines personnes, ce cycle maintient une stabilité de leurs symptômes. Chez d'autres, peuvent se développer un ou plusieurs comportements supplémentaires afin d'aider leur système nerveux à garder la situation sous contrôle. Comportement d'évitement. Les symptômes traumatiques sont le moyen par lequel l'organisme se protège de l'activation suscitée par la perception d'une menace permanente. Cependant, ce système n'est pas suffisamment performant que pour faire face à un surplus de stress qui peut alors le déséquilibrer en libérant l'énergie originelle et son message de danger. Lorsque nous sommes traumatisés, le simple évitement des situations stressantes ne suffit malheureusement pas à empêcher la rupture de notre système de défense. Notre système nerveux est activé et si précautionneux que nous soyons, nous ne pouvons faire face aux frustrations de la vie quotidienne aussi facilement que s'il fonctionnait normalement. Le délicat équilibre énergétique d'une personne traumatisée pouvant être perturbée par des circonstances tout à fait ordinaires, elle va avoir tendance à développer des comportements d'évitement afin d'essayer de maintenir l'activation à un niveau tolérable. Les comportements d'évitement sont une forme de symptômes traumatiques qui nous amènent à réduire notre champ vital à des situations ayant un faible potentiel d'activation. Nous devenons réticents à prendre le volant parce que nous craignons un nouvel accident. Et si l'excitation d'une partie de ballon déclenche une attaque de panique, nous allons l'éviter.
De la même manière, notre désir sexuel va être réduit si des flashbacks surviennent lors des rapports intimes. Notre vie va petit à petit se restreindre et nous allons fuir toutes les situations qui, en modifiant notre niveau d'énergie, déclenchent des émotions et des sensations inconfortables. C'est vraiment important de regarder ce chapitre en le lisant parce que je pense que tous nous pouvons être concernés. La peur des émotions négatives, celui-ci aussi. Chaque fois que notre balance énergétique est en passe d'être déséquilibrée, nous commençons à revivre l'événement traumatisant. Le tableau se complique alors car notre perception de la nature de l'énergie ainsi libérée devient ambiguë. Sous sa forme pure, l'énergie générée par notre système nerveux pour nous protéger du danger est une énergie vitale, positive, ressentie comme agréable. Lorsque cette énergie échoue à nous protéger, une partie en est transformée et donne naissance à des sentiments négatifs de peur, de rage, de haine et de honte. Ceci constitue une des composantes de l'ensemble des symptômes qui se développent pour contenir l'énergie résiduelle. Ouais, je relis, c'est tellement important. Sous sa forme pure, l'énergie générée par notre système nerveux pour nous protéger du danger est une énergie vitale, positive, ressentie comme agréable. Lorsque cette énergie échoue à nous protéger, une partie en est transformée et donne naissance à des sentiments négatifs de peur, de rage, de haine et de honte. Ceci constitue une des composantes de l'ensemble des symptômes qui se développent pour contenir l'énergie résiduelle. Ces émotions négatives deviennent alors étroitement liées tant à l'énergie vitale qu'à cette constellation de symptômes. Lorsque nous souffrons de traumatisme, le lien entre énergie vitale positive et émotions négatives est si étroit que nous ne parvenons plus à les distinguer. La décharge est ce dont nous avons besoin, mais lorsqu'elle commence à se produire, elle est ressentie comme terrifiante et insupportable, l'énergie libérée étant perçue négativement. Nous bloquons alors cette décharge d'énergie ou, au mieux, l'empêchons d'être complète. Les thérapies médicamenteuses et l'abus de substances. Celle-là, elle est pas mal aussi. La prise de médication est un autre comportement que les personnes traumatisées utilisent pour essayer de stabiliser ou de supprimer leurs symptômes, que ce soit sur prescription d'un médecin ou par automédication, abus de substances. Quels que soient les comportements de stabilisation utilisés, notre but est de créer un environnement stable. Ceci requiert un contenant qui soit suffisamment fort énergétiquement pour que nous ne soyons pas déstabilisés et que nos symptômes ne soient pas réactivés. Ce contenant ressemble à un barrage. Il doit être conçu pour empêcher la libération de la terreur et de la rage originelle. Les victimes de traumatisme sont dans une situation paradoxale, sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Il leur faut à tout prix éviter des situations qui leur procureraient plaisir et détente, parce que ces situations pourraient mettre en péril l'équilibre nécessaire à la stabilité de leurs symptômes. C'est quand même vraiment insidieux. Je répète ça. Ce contenant ressemble à un barrage. Il doit être conçu pour empêcher la libération de la terreur et de la rage originelle. Les victimes de traumatisme sont dans une situation paradoxale sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Il leur faut à tout prix éviter des situations qui leur procureraient plaisir et détente, parce que ces situations pourraient mettre en péril l'équilibre nécessaire à la stabilité de leurs symptômes. En sortir. Il existe des moyens de sortir de ces cycles. La somatic experiencing est l'un d'eux. En définissant le traumatisme par ses symptômes et non par l'événement qui l'a suscité, nous sommes en mesure de reconnaître le traumatisme lorsqu'il se produit. Nous pouvons alors laisser se dérouler nos réponses naturelles plutôt que de bloquer le processus inné de guérison. Le retour à la santé et à la vitalité est un long voyage. Chaque pas, même petit, a son importance. Contrairement à beaucoup de nos voyages de croissance et de développement personnel, ce voyage a une fin, une résolution qui nous rend plus riches et plus complets du simple fait de l'avoir accompli. La vie est déjà difficile lorsque nous sommes sains et vigoureux.
Mais lorsque le traumatisme nous a fragmentés, elle peut devenir insupportable. Comme vous le verrez lors des prochains chapitres, chaque petit pas vers l'unité devient une ressource utile dans le processus de guérison qui va se déployer lorsque nous sommes en harmonie avec notre moi naturel. Il est possible de reprendre le contrôle de notre corps qui a été perdu quand les effets secondaires du traumatisme se sont chronicisés. Cela est possible en stimulant délibérément le système nerveux afin de l'activer et ensuite de décharger doucement cette activation. Rappelez-vous que l'hyperactivation et les mécanismes qui l'accompagnent résultent directement de la mobilisation involontaire d'énergie par le système nerveux face à la menace. Ces mécanismes ont leur origine dans le système nerveux. Vous les vivez dans votre corps et c'est dans votre corps, avec la pleine participation du système nerveux via le felt sense, donc la sensation, que vous réussirez à les modifier à votre bénéfice. Et le chapitre 12 s'intitulera « L'univers de la personne traumatisée ».